écoutez La main dans la main, un podcast qui vous emmène en tête-à-tête avec un enseignant. Qu'il soit à la maternelle, à l'élémentaire ou au collège, avec une ou des classes et leur contexte propre. Un enseignant qui vient nous parler des sciences dans sa classe, dans sa vision personnelle de son métier, mais aussi dans son histoire de vie. Je suis Gabrielle de la Fondation La main à la pâte, docteur en biologie, mais aussi fille de prof, femme de prof et collègue de prof, je serai votre hôte. Aujourd'hui, je reçois François. François est professeur des écoles en Bretagne, dans une petite école de 2 classes. Une école récente, créée à la rentrée 2017 et appelée à devenir une éco-école. Il enseigne en multiniveau avec des élèves de maternelle et de CP qu'il emmène sur le terrain de la biodiversité avec une fibre profondément naturaliste. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour François. Bonjour Gabrielle. Quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'ai 36 ans et je suis professeur des écoles dans un petit village du Morbihan qui s'appelle Réguigny, dans une petite école qui s'est créée l'année dernière de 2 classes, donc je n'ai qu'un collègue, et je suis en maternelle CP. Donc avec des très petits. Moi je voudrais revenir à toi quand tu étais très petit et te demander, toi, quand tu étais à l'école, les sciences, c'était comment ? Alors, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de sciences en maternelle. Après, j'ai beaucoup de souvenirs de sciences avec une instit en particulier, mon instit de CM1. Quand on allait par exemple en forêt pour faire de la course d'orientation, etc., elle en profitait pour nous montrer les plants, nous montrer les oiseaux. Donc, je me rappelle de choses comme ça. Et après, pour tout ce qui était en classe, de mon souvenir, c'était plutôt guidé. Et puis, je me rappelle aussi qu'on avait un instituteur supplémentaire qui venait à l'école, je ne sais plus trop en quel niveau, et qui nous prenait spécialement pour faire les sciences. Donc, on allait s'installer dans une salle à part avec cette personne, et on travaillait autour de l'électricité, du corps, etc. Et alors ensuite, au collège et au lycée ? J'en ai pas forcément des super souvenirs. Je me rappelle de la salle, des paillasses, du petit évier sur le côté, et puis d'un cours plutôt frontal avec la prof devant, nous sur les paillasses à l'écouter et parfois à manipuler, quoi. Malgré tout, tu t'es dirigé vers un bac scientifique ? En fait, j'ai des parents qui étaient très portés sur la nature. Mon père allait souvent dehors chercher les champignons, chercher des minéraux aussi. J'allais chercher des minéraux avec lui. Donc je me suis passionné très tôt, alors d'abord pour la géologie, puis finalement je lui ai fait des infidélités, puis moi ce qui m'intéressait c'était plutôt les oiseaux. Puis du coup je me suis passionné tout seul pour ça. D'ailleurs au collège, le meilleur souvenir de sciences que j'ai, c'est qu'on avait monté avec des amis un club d'ornithologie, on pourrait dire ça, où on avait l'autorisation spéciale du proviseur pour aller dans les bois, parce qu'il y avait un parc. On était les seuls élèves à avoir le droit d'aller dans les bois, parce qu'ils savaient qu'on allait courir après les oiseaux et pas se rouler des cigarettes. Est-ce que je mets ça dans mon podcast ? Tu peux. Donc un bac S, et qu'est-ce que tu as fait après le bac ? Alors j'ai un parcours un peu particulier parce que effectivement après le bac S, au moment de choisir son orientation, quand j'ai parlé personnellement tout ce qui était conseiller d'orientation et compagnie, que je m'intéressais aux oiseaux, que je voulais me diriger plutôt vers l'ornithologie ou le métier de naturaliste, on m'a orienté directement vers la fac de biologie. Donc j'ai fait 1 an de fac de biologie et puis en cours d'année, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas du tout. Moi, ce que je voulais être, c'était sur le terrain, dehors. Et en parallèle, je faisais de l'animation pour gagner des sous pendant les vacances. Et du coup, en mélangeant un peu nature et animation, j'ai trouvé un BTS animation nature. Donc en cours de route, j'ai décroché de la fac de bio pour aller m'inscrire dans un BTS. Et alors du coup, comment l'enseignement ? Et bien du coup c'était assez naturel plus ou moins, c'est-à-dire que je me suis passionné pour mes études. J'étais en plus le cadre, on était en Corrèze, on faisait des sorties de terrain tout le temps, on avait des gorges avec des rapaces, c'était l'idéal. J'ai vraiment adoré ce que j'ai fait pendant 2 ans. J'ai enchaîné sur une licence pro qui était sur le secteur pour rester en Corrèze. Et puis au moment de chercher du boulot, ça c'est un peu compliqué. Il n'y a pas tant que ça de poste. Et c'est ma fameuse institutrice de CM1 avec qui j'avais encore des contacts qui m'a dit mais pourquoi tu ferais pas un stit ? Je te verrais bien un stit. Du coup j'ai passé le concours de professeur des écoles puisque c'est comme ça qu'on dit maintenant. Et voilà, j'ai enchaîné. Après ça, tu as travaillé dans plusieurs écoles avant d'arriver dans celle où tu es actuellement. C'est une école un peu particulière dans la mesure où elle n'a que 2 classes, c'est une école de campagne.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu son fonctionnement ? Alors c'est une école donc qui a été créée l'année dernière sur une demande de parents qui n'avaient pas d'école publique sur le secteur. Et on fonctionne à 2 enseignants. Alors elle a une double particularité. Enfin, effectivement, on fonctionne à 2 enseignants. Mais en plus, mon collègue est un ami avec qui on a déjà à côté une association d'éducation à l'environnement, avec qui on avait les mêmes idées puisqu'il est aussi ancien animateur nature. Donc on fonctionne, on a des projets autour du développement durable et de l'environnement. Et puis donc on fonctionne à multiniveau, c'est-à-dire que moi j'ai maternelle CP, donc lui CE1, CM2. Donc au sein de nos classes, on fait fonctionner les élèves ensemble. Ils sont pas forcément séparés. Il y a des temps individualisés avec les groupes. J'ai des temps de lecture avec les CP par exemple, etc. Mais pour ce qui est sciences par exemple, je travaille avec tous les niveaux et mon collègue c'est la même chose. Donc il travaille avec les CM1, il travaille avec les CM2, mais alors sciences, il travaille des CE1 au CM2 ensemble. Et en plus de ça, vous avez ce projet de faire une éco-école. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors c'est déjà un projet que j'avais monté dans une autre école où j'étais avant. En fait, on voudrait labelliser l'école, donc c'est un label éco-école. Pour obtenir le label, en fait, c'est une démarche. C'est pas forcément des projets aboutis, mais il s'agit d'impliquer tous les acteurs. Par les acteurs autour de l'école, j'entends les élèves évidemment, nous le personnel enseignant, les ATSEM, AVS, les auxiliaires de vie scolaire, la mairie, les parents, j'ai oublié évidemment, et puis ça peut être d'autres personnes extérieures, des passionnés de jardinage, etc. Et le but, c'est ensemble de faire un diagnostic sur un domaine et de proposer avec les élèves, valider en comité de suivi, des projets autour de ça. Et donc nous, cette année, on est parti sur la biodiversité. Eh ben, ça tombe bien. Je voulais te demander un petit peu comment ça se passait les séances de sciences dans ta classe. On va le prendre par le bout de ce projet sur la biodiversité. Comment ça se déroule avec les élèves ? Alors, il y a plusieurs choses. Alors parfois, des idées émanent directement des élèves, et puis parfois c'est moi qui viens avec un projet particulier. Alors cette année, autour de la biodiversité, mon collègue lui a choisi de travailler sur différents milieux de vie, et nous on est parti plutôt sur des espèces. Donc on a commencé l'année par exemple en travaillant autour des poissons. Donc je suis venu avec un aquarium qui était caché, donc on avait travaillé autour d'un jeu de questions avec les élèves sur qu'est-ce qui pouvait bien être sous cette boîte que j'avais mis autour de l'aquarium. Et puis, une fois qu'on avait révélé l'existence des poissons, ce travail est parti de leur questionnement à eux. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien manger, comment ça respire, comment ça vit. Enfin bref, il y a eu des questions, toutes sortes de questions. Et de ces questions, on a sorti un travail avec eux. Et donc le travail a consisté en alors soit des recherches, mais pour les petits c'est plus compliqué, soit des expérimentations. Par exemple, qu'est-ce qu'ils mangent ? Des enfants ont proposé du pain, des feuilles, je sais pas moi, des morceaux de poisson. Donc on a essayé de donner des bouts de carottes. Ils avaient proposé des bouts de carottes aux poissons et des choses comme ça. Et on a constaté qu'est-ce qu'ils mangeaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient pas, et on en a tiré des conclusions. Alors là, ils travaillent en multiniveau à ce moment-là. Quelle est la contribution des petits, des grands ? Est-ce qu'ils font des choses complémentaires ? En fait, soit je travaille avec les petits moyens et ensuite avec les grands CP, soit je travaille avec tous les élèves ensemble. Et ce qui est assez riche, c'est que alors, parfois les questions naïves, par exemple, viennent de plus petits, mais des questions naïves qui sont essentielles que les grands se poseraient pas forcément. Alors, je dis naïve entre guillemets. Pourquoi le poisson il vit pas en dehors de l'eau ? Et les grands vont répondre, évidemment, c'est parce que ça vit dans l'eau, mais c'est pas une réponse. Donc voilà ce genre de questions qui vient des petits, on va essayer quand même d'y répondre. Et puis du coup ils s'enregistrent mutuellement. Et pour moi c'est ce qui est essentiel dans le travail dans le multiniveau, c'est que des questions que des plus grands, même à quelques années d'écart, ne se posent plus, reviennent grâce aux petits. Et c'est des questions qu'il est toujours intéressant de se poser. Et puis certaines réponses viennent des plus grands. Par exemple, les CP qui commencent à cette époque de l'année, ils lisent pas encore des textes complets, mais ils vont commencer. Déjà, ils savent utiliser et manipuler l'objet livre plus facilement que les petits. Donc, quand ils vont se poser des questions sur les poissons, ils vont les chercher dans un livre documentaire, par exemple, et feuilleter pour trouver les bonnes pages. Après, c'est moi qui vais leur faire la lecture. Mais c'est ça qui est intéressant aussi dans une école à 2 classes, c'est qu'on peut aussi travailler avec la classe de mon collègue et interagir entre les 2 classes quand on a besoin d'une lecture, quand on travaille sur un même projet. Voilà, ça, les grands peuvent venir dans la classe par moment faire la lecture aux petits et on travaille comme ça en équipe. Et donc au moment du passage à l'écrit, parce qu'au bout d'un moment il faut bien formaliser ce que vous êtes en train de faire, comment vous procédez ? Parce que tu as un mélange d'élèves début de scripteurs, les CP, et puis de nombreux élèves non scripteurs. Comment tu procèdes ?
Alors on a plusieurs types d'écrits. On a un écrit pas journalier mais presque. On a un blog d'école qui est destiné aux parents. Donc là c'est plus pour rendre compte aux parents de ce qu'on fait au jour le jour. Quand on travaille sur les poissons, je suis pas très doué pour la communication, mais j'essaye de faire des photos au fur et à mesure, et puis on écrit des petits textes. Donc ce sont des dictées à l'adulte avec les plus petits la plupart du temps. Et puis le but en fait est de mettre en place dans la classe un classeur des savoirs. C'est-à-dire qu'on va se poser à un moment de l'année, on l'a pas encore fait parce que c'est trop frais, mais on va se poser à un moment de l'année et revenir sur tout ce qu'on a fait. Donc ça va être en sciences évidemment sur les poissons. On va faire une fiche en fait de savoir en disant bah voilà, qu'est-ce qu'on a appris des poissons, qu'est-ce que vous avez retenu. Et donc là la production d'écrit, si les CP en sont capables, c'est eux qui la feront. Sinon ça va être de la dictée à l'adulte encore. Mais en tout cas ils auront un outil dans la classe pour tous les élèves où ils pourront revenir feuilleter les fiches. Alors il n'y aura pas que pour les sciences, on va avoir une partie sciences, on va avoir une partie maths, etc. Mais où ils pourront revenir, ouvrir et dire ah oui c'était vrai, on a fait ça sur les poissons, c'est vrai qu'ils mangent telle chose, donc on va enrichir avec des images, des photos, et puis du coup ils auront cet outil-là en permanence dans la classe, et qui restera les années d'après. C'est super cette encyclopédie de la classe. Et tes élèves, quelles sont leurs relations aux sciences? Est-ce que tu les sens curieux? Alors ça dépend. J'ai été un peu frustré avec par exemple avec les poissons. Moi je m'attendais à un vrai waouh quand l'aquarium serait présenté, et puis en fait pas tant que ça. Il y a certains élèves qui étaient vraiment à fond et qui tous les jours ont hâte d'aller nourrir les poissons, on va les voir de temps en temps, et puis d'autres élèves qui il y avait un petit côté blasé, alors j'étais un peu frustré là-dessus, mais on essaye petit à petit, puis à force de travailler sur des projets autour des sciences, par exemple, ça vient. L'année dernière, j'ai fait un gros travail autour des oiseaux du jardin. Bah à la fin, c'est eux qui, dans la cour de récréation, à des moments qui n'étaient pas du tout des moments de science, ils venaient me voir, maître, regarde, là il y a un pinson sur l'arbre, donc je voyais qu'ils avaient repéré, qu'ils avaient retenu. C'était une validation du travail, puis on voyait que du coup ils avaient petit à petit accroché à ça et s'étaient rendu compte que bah c'était concret, c'était autour d'eux, que c'était présent et que c'était pas du vent, et voilà. Tu veux dire des choses du quotidien qu'ils avaient jamais regardé sous cet angle? C'est exactement ça, c'est que c'était présent, et que c'est des choses on a fait une balade par exemple l'autre jour, et des élèves que j'avais l'année dernière, c'est-à-dire presque tous puisque c'est multiniveau, se sont arrêtés en disant hey, maître, c'est quoi déjà tel oiseau? Alors ils avaient un petit peu oublié, mais il suffisait de leur remettre ça en tête, et puis du coup ce qu'ils n'auraient pas fait l'année dernière, c'était rien que s'arrêter, pointer un oiseau et le regarder. Ça se faisait pas du tout. Puis ce sont des enfants, donc je rappelle, je suis en race campagne, hein. C'est un tout petit bourg, il y a 2000 habitants, on a un étang, des forêts, et c'est des enfants qui s'y intéressaient pas forcément. Et est-ce que ces sciences et cet intérêt pour la nature autour d'eux pénètrent vers les familles? Eh bien, j'espère, mais on a déjà un petit contingent de parents qui est déjà intéressé par des sujets, parce qu'après tout, le développement durable, c'est un sujet d'actualité, donc j'ai déjà des parents qui sont un peu sensibles à ça, mais j'en ai d'autres, et c'est pas la première fois, parce que j'avais déjà monté un projet comme cela dans une autre école, qui viennent me trouver le soir en disant oui, bon, c'est sympa en plaisantant, hein. C'est sympa vos projets autour des oiseaux, mais maintenant moi je me sens bête quand mon fils me montre tel ou tel oiseau en me donnant les noms et que moi je sais pas du tout ce que c'est. Donc c'est plutôt bien. Alors vous travaillez sur la biodiversité. Est-ce que vous menez d'autres projets sur d'autres thèmes? Oui, alors comme je disais, c'est une école qui a été créée l'année dernière, et donc il y avait une commande de l'Éducation nationale au moment de la création de l'école. C'était d'y mettre 2 axes principaux dans le projet, les langues et le numérique. Donc on a été équipé par l'inspection académique avec des tablettes et puis des robots, des bluebots pour les maternelles. Donc on travaille par exemple sur la programmation grâce à ces petits robots, et puis grâce à l'application Scratch Junior aussi, qui permet même aux grandes sections CP de commencer à apprendre à programmer des petites séquences vidéo, etc. Des animaux aux robots en somme. Voilà. Eh bien, François, j'ai une dernière question pour toi. Oui. Si tu pouvais retourner dans le passé et t'adresser à toi-même quand tu étais un jeune enseignant fraîchement arrivé et naturaliste dans l'âme, qu'est-ce que tu voudrais te dire à toi-même? C'est compliqué comme question. Je pense que
je pense que je me dirais de pas changer ce que j'ai fait. Aujourd'hui, on a beaucoup de sollicitations extérieures en tant qu'enseignant autour de la façon de fonctionner. On a régulièrement des nouveaux programmes, des choses qui viennent du rectorat. Enfin bref, plein de choses. Mais je pense que j'ai des convictions et une façon de fonctionner qui a l'air de marcher auprès des enfants. Ils accrochent, ça se passe toujours bien. Donc je pense que je me dirais de continuer comme ça. Eh bien François, merci beaucoup. Eh bien de rien. On va mettre en lien sous le podcast le lien vers le site de l'école de Réguigny et puis aussi le lien vers ton association naturaliste que tu gères avec ton collègue, l'autre enseignant de l'école de Réguigny. Je te souhaite une bonne fin d'année scolaire et à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce podcast. Vous pouvez le retrouver sur iTunes, SoundCloud et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, mais surtout, restez curieux.